Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez au mieux. Aujourd'hui on se retrouve très certainement pour la plus grosse vidéo, celle qui m'a pris le plus de temps à faire de ma chaîne. C'est vraiment la vidéo, pour l'instant en tout cas, peut-être qu'au moment où elle est sortie, pour vous, elle est nulle par rapport à d'autres. Mais en tout cas, à ce moment même, c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, elle est découpée en chapitres. Alors vous pouvez par exemple vous rendre dans la description pour retrouver tous les chapitres. Bien, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais après tout, qu'est-ce que c'est un être vivant ? Les êtres vivants sont découpés en trois grandes principales classes. Déjà, la plus connue, ce sont les animaux. Les humains font partie des animaux. Ensuite, il y a bien évidemment la classe des végétaux. Alors, on dit bien végétaux parce que, il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément des plantes. Par exemple, le phytoplancton, qui est en fait tout un tas de toutes petites plantes, de tout petits végétaux à l'intérieur de la mer qui produit une source gigantesque d'oxygène. Ce sont en fait des végétaux. Donc, il faut pas les oublier et ce sont pas réellement des vraies plantes comme on pourrait le penser. Et ensuite, il y a la troisième classe qui est, elle, un petit peu plus méconnue, mais qu'il ne faut surtout pas oublier car elle est extrêmement importante. Il s'agit des champignons. Et oui, les champignons ont leur propre classe. C'est normal, car dites-vous que à ce moment même, vous êtes en train de respirer des spores de champignons. Les spores, c'est entre guillemets les graines des champignons. Bon, ce ne sont pas réellement des graines, mais c'est quelque chose comme ça. Et en fait, ce sont des spores qui vont donner de la moisissure. Et oui, la moisissure, ce sont des champignons. Et les champignons qu'on trouve en forêt, ce sont en quelque sorte les organes reproducteurs des champignons. Car en réalité, les champignons, c'est une sorte de masse un peu enfouie sous la terre et qui se développe, qui est fait des dizaines de fois un simple champignon que l'on peut manger. Mais lui n'est pas comestible. Petite réflexion vite fait faite au montage, il y a eu un petit problème. J'ai dit que le mycélium n'était pas comestible. En fait, je me suis trompée, car par exemple, vous savez, le fromage, cette croûte que vous avez sur le fromage, il y a même des fromages où c'est encore plus développé. En fait, c'est du mycélium, c'est de la pourriture. Voilà, donc c'est de la moisissure. Donc voilà, petite rectification. Bon, du coup, un être vivant, c'est quoi ? Alors, c'est vrai que ça peut nous paraître totalement évident. On sait par exemple que notre chien ou notre chat, il est vivant. On sait aussi que nous sommes vivants. Mais en science, on aime bien parler de définitions claires, plus générales, mais toujours en gardant une certaine précision. En fait, il y a deux très très grandes classes. Ce qui appartient au monde vivant et ce qui appartient au monde minéral. Par exemple, l'air, c'est minéral. Mais il n'y a pas que ça. L'air, l'eau, la pierre, une maison, tout ce qui n'est pas vivant est minéral. Bien, maintenant que nous avons clarifié cela, nous allons pouvoir continuer. Et pour cela, prenons des exemples. Tenez, par exemple, prenons un lézard. Mais prenons également comme exemple un arbre. Si on sait que ces deux sont vivants, c'est pour quelques raisons. Déjà, ils sont nés. C'est-à-dire qu'ils ont été petits un jour. Un jour, l'arbre a été une plantule et un jour, le lézard a été un lézard d'eau. Ensuite, il a dû se développer. Et pour se développer, l'arbre, par exemple, va récupérer les sels minéraux. Il va récupérer la lumière du soleil pour créer une photosynthèse. Il va également puiser de l'eau.
Eh bien, le lézardeau, c'est pareil. Il va se nourrir d'insectes, par exemple. Il va également boire. Il va profiter de la lumière du soleil pour se réchauffer et faire fonctionner ses organes. Du coup, on a vu pour l'instant qu'un être vivant, c'est naître, se développer, donc grandir. Et pour cela, il faut se nourrir. Il y a également une autre notion. Se reproduire, et oui, car ils mourront un jour. On verra ça plus tard. De ce fait, le lézard, par exemple, il va devoir se reproduire. En se reproduisant, il va avoir des bébés qui vont ainsi grandir en se nourrissant, en buvant, etc., etc. Et l'arbre, à l'aide de ses fleurs, il va créer des fruits. Et ces fruits-là, eh bien, ils vont devenir de nouvelles plantules qui vont à nouveau devenir des arbres. Pour résumer, être vivant, c'est grandir, se nourrir et se reproduire. Qu'on le veuille ou non, c'est ça, être vivant. Bien, parlons maintenant de la sélection naturelle et de l'évolution. La sélection naturelle est le processus par lequel certaines caractéristiques héréditaires augmentent la probabilité de survie et de reproduction des organismes dans un environnement donné. Ce concept fondamental de la biologie a été introduit par Charles Darwin au XIXe siècle. Pour comprendre la sélection naturelle, il est crucial de reconnaître que les individus au sein d'une population présentent des variations dans leurs traits physiques, comportementaux et physiologiques. Ces variations sont souvent dues à des mutations génétiques, à la recombinaison génétique lors de la reproduction et à d'autres facteurs. Certains de ces traits confèrent aux individus un avantage en termes de survie et de reproduction dans leur environnement spécifique. Les individus qui possèdent des traits avantageux sont plus susceptibles de survivre jusqu'à l'âge de se reproduire et, par conséquent, de transmettre ces traits à leurs descendants. Par exemple, dans une population de papillons, ceux dont la couleur se fond le mieux dans les arbres échappent plus facilement aux prédateurs et ont donc une meilleure chance de survie et de reproduction. Ces traits avantageux étant héréditaires deviennent plus fréquents dans les populations au fil des générations. C'est ainsi que la population évolue et s'adapte à leur environnement, conduisant parfois à des changements significatifs dans leurs caractéristiques. L'évolution, quant à elle, est le processus par lequel les espèces changent au fil du temps, à travers les modifications génétiques et la sélection naturelle. Une des idées clés de l'évolution est l'origine commune. Toutes les espèces vivantes descendent d'ancêtres communs. Par exemple, les humains et les chimpanzés partagent un ancêtre commun qui vivait il y a des millions d'années. Les espèces subissent des modifications génétiques au fil des générations. Ces modifications peuvent être dues à des mutations, des recombinaisons génétiques et d'autres mécanismes. En plus de la sélection naturelle, les dérives génétiques qui correspondent à des changements aléatoires dans les fréquences des allèles peuvent également influencer l'évolution, surtout dans les petites populations. Un autre aspect crucial de l'évolution est la spécification, qui est le processus par lequel de nouvelles espèces se forment. La spécification se produit lorsque des populations deviennent isolées les unes des autres et accumulent des différences génétiques au point où elles ne peuvent plus se reproduire entre elles. Il existe de nombreux exemples illustrant la sélection naturelle et l'évolution. Darwin, lors de son voyage aux îles Galapagos, a observé différentes espèces de pinsons ayant des formes de bec adaptées à leur source de nourriture spécifique. Ces variations sont le résultat de la sélection naturelle. Un autre exemple contemporain est celui de la résistance aux antibiotiques chez les bactéries. Celles qui possèdent des mutations leur permettant de résister survivent et se reproduisent, conduisant à une population majoritairement résistante. Un exemple historique fascinant est celui des papillons de nuit en Angleterre.
Durant la révolution industrielle, la pollution a assombri les troncs des arbres, favorisant les papillons sombres mieux camouflés par rapport aux papillons clairs qui ont changé la fréquence des couleurs chez les papillons. La sélection naturelle et l'évolution sont des processus dynamiques qui expliquent la diversité de la vie sur Terre et comment les organismes s'adaptent à leur environnement changeant. Et en comprenant ces concepts, nous pouvons mieux apprécier la complexité et la beauté du monde vivant qui nous entoure. Les animaux exceptionnels. Certains animaux possèdent des capacités extraordinaires qui les distinguent de la majorité des autres espèces. Voici quelques exemples d'animaux particulièrement remarquables. Les tardigrades. Les tardigrades, aussi appelés oursons d'eau, sont de minuscules créatures aquatiques mesurant moins d'1 millimètre, ce qui les rend exceptionnels. C'est leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes. Ils peuvent supporter des températures allant près du zéro absolu, à moins 73 degrés, et jusqu'à plus de 150 degrés. Des pressions 6 fois supérieures à celles des fosses océaniques les plus profondes, et des doses de radiation mortelles pour la plupart des autres formes de vie. Les tardigrades peuvent entrer dans un état de cryptobiose, où leur métabolisme ralentit presque à l'arrêt, leur permettant de survivre sans eau pendant des décennies. D'ailleurs, on peut en retrouver partout dans le monde, même en France, où ils peuvent se cacher dans la mousse, par exemple. Méduse Turritopsis dorni. La méduse Turritopsis dorni, souvent appelée la méduse immortelle, possède une capacité unique à inverser son processus de vieillissement. Lorsque cette méduse est blessée ou confortée dans des conditions de stress, elle peut revenir à son état juvénile, en un processus appelé transdifférenciation. Cela signifie qu'elle peut potentiellement vivre indéfiniment, bien que dans la nature, elle soit toujours vulnérable à la prédation et aux maladies. Axolote. L'axolote est une espèce de salamandre originaire des lacs du Mexique et célèbre pour sa capacité de régénération extraordinaire. Contrairement à la plupart des autres animaux, les axolotes peuvent régénérer des parties entières de leur corps, y compris des membres, la colonne vertébrale, le cœur et même des portions du cerveau. Cette capacité fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques car elle pourrait offrir des pistes pour la régénération des tissus humains. Bien, nous voici déjà rendus à la conclusion, mais attendez, ne partez pas, il y a quand même quelques petites choses à dire. Bon, déjà, on a vu ce qu'était un être vivant, on en a vu des extraordinaires, on a également compris différentes choses sur les êtres vivants. Cependant, cette vidéo ne regroupe pas réellement tout, et il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour cela que je vais vous reguider vers quelques vidéos de trash. Regardez-les, elles sont exceptionnelles et parlent de choses exceptionnelles. Par exemple, vous le savez peut-être, ou peut-être pas, mais l'axolote, c'est en réalité une salamandre, comme je l'avais dit. Le truc, c'est que c'est une salamandre à l'état bébé. C'est ça qui est un peu exceptionnel. Et des fois, les axolotes peuvent même émerger de l'eau pour devenir adultes. Mais c'est généralement pas très conseillé, car elles souffrent pas mal en faisant cela. Et il y a une théorie, par exemple, sur une de ces vidéos, comme quoi l'humain serait à l'état de bébé. Ouais, vraiment. Parce qu'on est plus proche du gorille bébé que du gorille adulte. Bref, je vous laisse voir ces vidéos. C'est vraiment génial. Je les adore. J'adore Trash. Ils parlent de vraiment beaucoup de choses. En tout cas, moi je vous dis ciao.